Vous êtes sûr Nous vous avons voulez pas donc la place 5 intervenants. Hop, pour un très bel atelier, hein, donc sur un sujet d'actualité comme les deux qui ont précédé. Donc, comment sécuriser et assurer la continuité d'activité des environnements multi-cloud. Alors, il y a plein de choses dedans parce que il y a sécurité, il y a continuité, il y a multi-cloud. Hein, et ça laisse voir énormément de choses. Alors nos 5 témoins, donc nous avons tout d'abord Frédéric Gange, donc vous allez vous présenter, hein, donc de VMware. Concernant Vim, c'est vous qui le remplacez puisque vous êtes donc, je rappelle, Bastien. Hein, vous allez vous présenter également. Nous avons ensuite Fortinet avec Quentin qui est là. Puis, alors vous êtes Cédric. Hein, exactement. Voilà. Et notre grand témoin, puisque vous êtes client. Client satisfait, ouais, depuis 3 ans maintenant, je crois, de Bretagne Il ne fallait Télécom. pas le dire tout de suite. Mais si. Bon, alors client satisfait, il faut le dire. Voilà, il y a des clients satisfaits, il faut le dire et le rappeler. Merci de l'avoir rappelé. Et nous terminons avec Michel, hein, de Pure Storage. Peut-être d'ailleurs commencer par nous rappeler un peu ce qu'est le multicloud, parce que c'est une expression qui est assez récente finalement, hein, en tant que tel, multicloud, oui, mais qui signifie plein de choses quand même. Oui, alors c'est donc Frédéric Grange, moi j'ai la responsabilité de la direction technique chez VMware France. C'est assez marrant parce qu'il y a quelques années on parlait de Shadow IT et on mentionnait ça comme un espèce de gros mot. Maintenant on parle de multi-cloud, c'est un petit peu la version polie entre guillemets du Shadow IT, et c'est vrai que ça regroupe énormément de choses. Oui, vous avez une vision un peu bizarre quand même du multi-cloud et mais de on la va y comparaison avec le Shadow IT, il faudra nous expliquer. Hein. Si, mais justement, on va creuser ça, et avec la problématique de la sécurité. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entreprises vont chercher des services, soit qu'elles n'ont pas à l'intérieur de l'entreprise, soit dont elles ont besoin à l'extérieur de leur mur. Et dans un premier temps, elles l'ont fait sans en parler à la DSI. Aujourd'hui, ce que les DSI essayent de faire, c'est de reprendre le contrôle. Ils le font depuis plusieurs années, en ayant, on va simplifier, 2 objectifs principaux. Premièrement, essayer d'avoir une infrastructure qui est homogène entre les différents clouds. Et deuxièmement, quand ils n'y arrivent pas, ou en complément de la première partie, avoir des opérations qui sont homogènes. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et la partie sécurité est à l'intérieur. Donc pourquoi je fais le lien avec le Shadow IT, c'est que finalement, dans certains cas, ils ne sont pas les gens qui vont choisir le cloud opérateur dans lequel les différents clients vont aller. Et c'est là où ils essayent, avec la partie opération, de reprendre le contrôle. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui chez VMware depuis plusieurs années? Comme je le disais, on essaye de reprendre ces 2 problématiques que sont cette infrastructure commune et ces opérations communes. Alors l'infrastructure commune, c'est la capacité, comme vous l'avez, vous clients avec Bretagne Télécom, de retrouver chez Bretagne Télécom les mêmes environnements logiciels que vous pouvez avoir en interne, c'est-à-dire les technologies VMware ou d'autres technologies. Donc ça, c'est cette couche d'infrastructure commune. Elle est importante parce qu'elle va permettre de répondre à une problématique très demandée de nos clients, c'est la réversibilité. C'est-à-dire quand j'ai déplacé un certain nombre de charges de travail à l'intérieur d'un opérateur de cloud public, je souhaite les récupérer. Alors bien évidemment, il y a certains clients, et il y en a un très vocal qui l'année dernière a parlé de no data center less environment, donc il voulait tout déplacer dans un data center, dans un cloud public. Bon, est-ce qu'il y arrivera? Je pense qu'on n'est pas encore à héberger les mainframes dans un cloud public, mais pourquoi pas. Donc en tout cas, cette couche d'infrastructure, elle est fondamentale pour répondre à cette problématique de réversibilité, et elle est aussi fondamentale pour répondre à la problématique de sécurité. Parce qu'effectivement, à partir du moment où j'ai une infrastructure qui est commune, et on travaille d'ailleurs de manière très proche avec Fortinet, qui est autour de cette table ronde, sur cette problématique de sécurité logicielle, c'est-à-dire qu'on arrive effectivement aujourd'hui à virtualiser un certain nombre de fonctions de sécurité, et on le fait très bien avec Fortinet. Deuxième élément sur lequel on travaille, c'est ces opérations communes. Dans certains cas, il est évident que certains opérateurs de cloud n'ont pas la même infrastructure que celle que vous avez vous en interne. Donc ce que vous voulez au minimum, vous clients, c'est garder le contrôle. Le contrôle, ça veut dire quoi? C'est premièrement savoir où sont mes charges de travail, comment elles s'exécutent, est-ce qu'elles exécutent conformément à ce que j'en attends. Et puis deuxièmement, c'est garder le contrôle sur le coût. Et oui, effectivement, aujourd'hui, il y a une étude IDC qui est parue il y a 2 semaines qui montre que plus de 50% des clients qui sont passés dans le cloud public ont vu leur budget finalement augmenter. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est comment je fais pour garder le contrôle, comment je fais pour savoir exactement quels sont les services qui sont accédés, utilisés et ceux qui ne sont plus utilisés. Donc voilà un petit peu la réponse de VMware, infrastructure commune, opération commune. Ok. Parlez-nous de Vim, de votre vision de ce problème de sécurité du cloud.
Oui, bonjour, donc Bastien Condoulabardis, moi j'ai rejoint Vim il y a quelques mois. La notion de protection multi-cloud chez Vim, c'est la capacité de sauvegarder un workload qui soit chez le client, chez son hébergeur préféré, dans un cloud public, et on va y intégrer aussi la notion de messagerie avec Office 365. Et tout ça avec une interface qui à terme sera unique, commune, et qui permettra de sauvegarder d'un environnement à un endroit et de le restaurer dans un autre, et d'apporter cette agilité de pouvoir finalement choisir son cloud en fonction de ses usages, en fonction de ses besoins, et en fonction du coût qu'on souhaite y accorder. Donc voilà, Vim, c'est une console à terme centrale et unique, très simple dans le déploiement à l'administration, qui va permettre de gérer tous les contextes d'exécution possibles. Merci. Merci. Je vous êtes rentré récemment, vous avez très bien appris votre leçon. Fortinet. Bonjour à tous. Donc Quentin Veillant, moi je m'occupe de la partie opérateur de services et service provider donc, chez Fortinet. Donc l'approche de Fortinet sur ce sujet-là, c'est de pouvoir transformer l'approche sécurité pour répondre justement à ces problématiques de transformation du digital. Parce que vos données elles vont se retrouver finalement en interne, dans un cloud privé, dans un cloud public. Et donc de pouvoir manager la sécurité à différents points, ça devient un enjeu qui n'est pas évident. Et l'approche de Fortinet sur ce sujet, c'est d'avoir sorti il y a à peu près 2-3 ans, parce qu'on peut parler d'une architecture ou d'un écosystème qui s'appelle la Fortinet Security Fabric, qui en fait va permettre de regrouper l'ensemble des produits Fortinet pour qu'ils soient plus intelligents, qu'ils communiquent et qui vous donnent une visibilité d'un point central, peu importe si vous avez un environnement dans un cloud public, dans un data center ou en interne, pour avoir une politique de sécurité qui soit homogène et surtout de pouvoir s'adapter à la surface d'attaque qui aujourd'hui a grandement évolué parce que vous devez effectivement vous focaliser aussi bien sur des données extérieures, des applications SaaS que vous mettez en place pour vos collaborateurs et toujours peut-être le réseau interne ainsi que les postes de travail. Quand on parle pour Pure Storage de l'approche multi-cloud, la première qui nous vient en réflexion, c'est de se dire, ok, ces données, elles sont en dehors de l'entreprise, est-ce qu'elles ont vocation à revenir dans l'entreprise ? Là, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Certains disent oui, je dois avoir une sécurité, une norme, une capacité à récupérer mon patrimoine informationnel. D'autres me disent non, je n'ai qu'à m'assurer que mon prestataire cloud, comme Bretagne Télécom, me garantit des niveaux de service et des niveaux de réversibilité dans mes contrats qui me permettent, le cas échéant, de rapatrier mes données. Donc cette partie gestion des données SaaS, pour nous, elle est pas très problématique et on s'y positionne assez peu. Le vrai sujet autour du multi-cloud pour nous aujourd'hui, c'est cette volonté d'hybridation entre le tout interne, tout on-premise et le tout cloud. Et aujourd'hui, hormis quelques noms dont tu parlais tout à l'heure sur les cités, de clients qui ont annoncé officiellement vouloir migrer totalement vers le cloud, on a quand même beaucoup de clients qui font de l'hybridation qui peut être multiple, hein, c'est-à-dire, encore une fois, se dire, moi, mes environnements VMware, je les sécurise chez Bretagne Télécom, et puis, je sais pas, mes serveurs de fichiers, ils sont chez Box, par exemple. Cette hybridation, c'est pas fantasy, c'est pas le futur, c'est réel. Ce qu'il faut, c'est réussir à simplifier, l'automatiser, pour la rendre à la fois sûre et à la fois fonctionnelle. Et puis après, on développe assurément des technologies pour faire du PRA, du PCA demain, cloud, du PRA vers le cloud. Juste rappeler rapidement la différence entre PRA et PCA. Oui, PRA, on parle d'un plan de reprise d'activité, ce qui veut dire qu'il y a un temps de bascule, d'accord ? C'est-à-dire que si votre infra primaire, donc nominal, tombe, vous allez être en capacité de redémarrer sur une deuxième salle. PCA, c'est à l'opposé, c'est une extension, c'est la deuxième génération, qui est de dire, ok, je ne tolère aucun temps d'interruption, et à partir du moment où ma production principale tombe, direct, sans aucune intervention, ou avec le moins d'intervention possible, mon activité continue sur un deuxième site. On le fait régulièrement avec Bretagne Télécom. Il y a un client qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, mais qui a mis en œuvre ça cette année, une vraie hybridation. Il a acheté des baies pures pour mettre chez lui, et il a pris un site de repli
chez Bretagne Télécom, où globalement, c'est même pas un site de reprise, c'est bien un PCA. Dire que globalement, si ça baisse, si son data center tombe, eh ben, son activité perdure chez Bretagne Télécom. Alors, Oui. expliquez-nous, Cédric, qui est Arkeva, et puis vous allez nous raconter votre histoire. Ok, donc bonjour à tous. Donc, en fait, j'ai la direction technique d'Akerva. Donc, je m'appelle Cédric Tellier. En fait, Akerva, c'est à la base, et toujours le cas, un cabinet de conseil spécialisé en sécurité. Donc, on est à la fois client, mais on a forcément aussi une vision, on va dire une déontologie qui est liée à la sécurité, et aussi un certain devoir pour ce qui est du fait d'être agnostique. C'est-à-dire que quand on va faire on accompagne des clients en fait de toute taille, que ce soit PME, ETI ou pas mal d'entreprises du CAC 40 aussi, des très très grands comptes, avec des architectures ultra complexes. Sauf que si on fait un peu le parcours qu'on a eu, dans tous ces systèmes d'information, il y a quand même des points communs qui reviennent à chaque fois, qui en fait sont autour de la partie organisationnelle, sécurité et la partie technique, puisque l'un ne va pas sans l'autre. On réalise, nous, des tests d'intrusion, des audits de sécurité et aussi un petit peu de surveillance sécurité. Et on voit très bien que ceux qui font que de la technique pure et dure se font rattraper par les aspects organisationnels, et inversement, ceux qui sont à fond dans les slides, les Excel, tout ce qu'on veut. Moi, je suis bien placé pour en parler, parce qu'en tant que CTO, j'ai en charge de delivery, donc je traite et j'interviens et j'accompagne les équipes sur les deux sujets. Donc je sais très bien que, aussi bien sur un test d'intrusion très pointu, où on va être payé pour pirater un client et lui donner des préconisations, ou l'accompagner d'un point de vue organisationnel, tout est lié en fait, tout va ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un point commun, quelles que soient les tailles de clients, quelles que soient les problématiques de sécurité, c'est ce qu'on appelle la sécurité en couche. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a une bonne représentation d'un certain nombre de couches de sécurité. En fait, on n'est pas rentré dans la couche applicative pure, donc la dernière couche, où là on va avoir des problématiques d'injection, de code, de choses comme ça. Donc on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui, c'est pas le but. Mais il faut savoir que toutes les couches autres qui sont clairement indispensables et importantes en sécurité vont passer par le cloisonnement réseau, donc on va avoir du firewalling. Le PCA PRA, évidemment, c'est dans toutes les normes et tous les standards de continuité et de on va dire, sécurité du business. Donc là, on va être obligé de l'adresser avec aussi, évidemment, du firewalling, avec de la reprise d'activité, que ce soit au niveau du stockage ou au niveau des systèmes d'exploitation, et des systèmes de manière générale via les sauvegardes d'une part, pour se protéger par exemple contre certains ransomware. Ça a été médiatisé, mais évidemment, il y a plein d'autres cas de figure techniques dans lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a notamment dans la sécurité en couche tout ce qui est durcissement de système. Donc que ça soit du Linux, du Windows, etc., peu importe. Il s'avère que c'est beaucoup plus simple de durcir des systèmes en ayant des templates ou des équivalents qu'on va avoir au sein de sa ferme VMware typiquement, et qu'on va pouvoir être capable de backuper, de restaurer comme on veut, de faire des tests, etc., sans parler du vMotion et autres. Au niveau stockage, évidemment, c'est de plus en plus distribué, donc ça a été très bien expliqué, je ne vais pas le redire, mais ça va toucher les couches plus basses. Donc en fait, pour faire simple, que ce soit en tant que client ou cabinet de conseil en sécurité, que ce soit pour l'organisationnel ou pour le technique, de toute façon, on sait, nous, qu'il n'y a aucun produit tout seul parfait, il n'y a aucune couche toute seule parfaite, mais c'est l'ensemble de tout ça qui va vous permettre d'avancer de manière sécurisée. Et le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une notion de business, on est tous aussi confrontés à ça, il y a une notion de ROI. Et pourquoi aujourd'hui l'hybride et le multi-cloud, etc. S'imposent, enfin, on peut en parler des heures, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est là. C'est tout simplement parce que c'est aux entreprises et aux décideurs de faire la part des choses et de regarder ce qu'ils veulent laisser plutôt en interne, plutôt en externe. Nous, de par notre activité, notamment SOC sur Rennes, pour tout ce qui est suivi de sécurité des clients, on a nos baies chez nous, on a notre propre sécurité physique, etc. Et on a la notion on va dire, d'activité dédiée au sein de Bretagne Télécom, et on s'en sert aussi comme PRA dans certains cas, il y a aussi d'autres data centers. Voilà. Donc toutes ces couches-là, pour moi, sont représentées aujourd'hui. Bon, pour la petite histoire, ça c'est juste pour le clin d'œil, on a évidemment chez nous du VMware, on a la gestion des backups avec Vim, on a différents types de firewall, mais on a forcément du Fortinet à plusieurs couches. Donc voilà, au niveau stockage, on n'a pas encore eu le temps d'échanger, on va en parler après. Voilà. Mais bon, okay. Sachez que même d'un point de vue agnostique, avec une certaine déontologie que je suis obligé de respecter en tant que CTO d'un cabinet de conseil, toutes ces couches-là sont indispensables. Maintenant, c'est à vous de regarder où est-ce que vous voulez mettre vos billes
et de bien les cloisonner entre elles. L'image que je retiendrai, moi, c'est le côté sous-marin. Voilà, et essayer de partir du principe qu'il n'y a aucune couche qui est parfaitement étanche, mais au moins il faut s'assurer qu'on puisse cloisonner l'essentiel, préserver le noyau dur de l'entreprise, et le reste, après, je dirais, c'est du travail, quoi. Voilà. Mais Merci, alors, c'est vous nous avez dit au départ une grande satisfaction depuis 3 ans avec Bretagne Télécom. C'est ça. Expliquez-nous. Oui, oui. Bah, écoutez, tout simplement, on a, enfin, je dirais, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est-à-dire que toutes les fois où on a échangé avec le support, c'était très réactif et très carré. Voilà, pour faire simple. C'est pas arrivé tant que ça, ce qui est aussi, enfin, de mon point de vue, c'est aussi même mieux dans ce sens-là, tant mieux. Ensuite, on a, alors il y a des éléments où on a totalement la main sur nos propres composants, mais tous les composants qui sont, on va dire, dans la juridiction de Bretagne Télécom, on n'a pas eu de soucis. Et puis ensuite, il y a une certaine proximité, il y a une certaine souplesse dans les échanges, qui forcément, dans notre cas, vu qu'on a une entreprise qui est en très grande croissance depuis pas mal de temps, on a aussi la holding qui s'occupe de tout ça et dont je fais partie aussi. On a aussi d'autres petites autres structures, et forcément on a à la fois la vision d'un cabinet de conseil en sécu, mais on a aussi des problématiques de DSI, de rachat d'entreprise, etc. Et honnêtement, il y a des choses qui sont gérées beaucoup plus simplement en ayant un partenaire de confiance, donc ça vaut le coup de le souligner. De toute façon, si on ne le pensait pas, on ne le dirait pas, tout simplement. Quelle est votre vision sur la conteneurisation par rapport à la virtualisation, son impact sur notre manière d'utiliser le cloud notamment? Les premières choses qu'on oublie, c'est qu'un conteneur, ça a besoin d'un réseau. C'est qu'un conteneur, ça va contenir à un moment donné des données. Donc tous ceux qui ont pensé que les conteneurs étaient stateless, je pense qu'il va falloir qu'ils revoient un peu la définition de ce qu'ils veulent en faire. Et puis un conteneur, ça a besoin de sécurité. Donc je pense que tout ça... alors un conteneur, malheureusement, ça n'a pas besoin de backup, parce que c'est le principe même, mais il y a d'autres choses qui vont nécessiter des backups. Voilà. Parce que l'autre élément qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, 99% des conteneurs en production tournent dans des machines virtuelles. J'ai pas dit des machines virtuelles VMware, j'ai dit des machines virtuelles. Donc ça a besoin aussi d'être sauvegardé. Un conteneur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle on va près à 10 000 pieds, on a des hélicoptères. Donc c'est un microservice, grosso modo, au lieu d'avoir une application monolithique qui contient tous les éléments que vous voulez qu'elle réalise, vous allez découper cette application en un certain nombre de microservices, et chaque microservice va être un conteneur. Voilà, c'est vu à 10 000 pieds, mais pour le simplifier, on peut le prendre comme ça. Donc pour revenir sur la question, oui, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui on travaille énormément et sur lequel on a déjà un grand nombre de nos clients qui ont des productions. C'est comme je le disais tout à l'heure, les conteneurs c'est une réalité. Google c'est 100% de conteneurs, toutes leurs applications. Gmail par exemple c'est 100% de conteneurs. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille, et pour nous aujourd'hui, on va faire simple, on va traiter le conteneur comme une machine virtuelle. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur de cette machine virtuelle, il y a des milliers de containers, voilà. Mais on pourrait en discuter plus longuement. Mais je vais laisser les autres parler. Une autre réaction sur les conteneurs? Conteneurs, c'est une vraie tendance lourde du marché, pour être clair. Quand on parle des applications traditionnelles, on a l'habitude chez Pure de parler de 2 types d'applications. Les applications traditionnelles, base de données, virtualisation, SAP, ERP, on va dire, avec une structure d'adressage de la donnée classique, on va dire en mode bloc pour faire simple. Et il y a toutes les nouvelles applications, les Elasticsearch, les Hadoop, j'ai d'action dans aucune de ces structures, mais tous ces nouveaux workloads qui arrivent et qui envahissent vos data centers ont une approche différente de containerisation. Et cela, globalement, il faut se poser la question de comment on le gère et comment on arrive à sécuriser, parce qu'encore une fois, vous allez de plus en plus mettre de la donnée dans ces conteneurs, et ces conteneurs, il faut réussir à amener le même niveau de service que vous avez sur votre infrastructure traditionnelle. Comment vous voyez évoluer cette question de la sécurisation des environnements de multi-cloud? Est-ce que vous avez la capacité de nous dire que demain, vous allez enfin résoudre le problème de tous les DSI, qui est que, vous l'avez clairement évoqué, qu'on ne peut pas se protéger de tout? Si je dois compléter, en fait, et ça rejoint aussi la notion de container, effectivement on peut pas balayer de la main, puisque c'est une réalité aussi. On est vraiment dans une logique, sans rentrer à nouveau dans la sécurité en couche, il y a une notion quand même de cloisonnement systématique en sécurité, et au même titre qu'on peut on peut tout à fait tolérer, si on a bien étudié son projet ou son sujet, on peut tout à fait dire ok, je vais avoir 4 ou 5 containers que je vais pouvoir regrouper sans prendre de risque métier, sans prendre de risque sécuritaire. Par contre, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure,
tel container, je vais les garder sous cette forme-là parce que c'est bien pratique, mais je vais quand même les isoler du reste. Je vais en faire des VM, je vais en faire ce que je veux, je vais cloisonner au niveau réseau avec du firewalling qui peut être physique en frontal. Enfin, donc, au final, tout va tourner autour de ça globalement. Hein. C'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Et ça, c'est valable que ça soit tout on-premise chez soi ou en séparant une partie, en mettant une partie chez Bretagne Télécom ou chez certains acteurs SaaS parce que l'application est là, elle est nécessaire, on va dire. Donc, pour moi, c'est une question de tri, en fait, des risques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, ça fait écho à tout ce qui est inventaire des biens, analyse de risques, identifier quelles sont les chaînes importantes pour l'entreprise, pour faire tourner le business tout simplement. Donc après c'est un arbitrage. Ok. Alors, un peu de prospective, qu'est-ce que vous nous réservez? Je pense qu'aujourd'hui les exemples récents, par exemple la dernière faille de sécurité sur Facebook montre que l'impact de la sécurité dans un environnement multicloud est de plus en plus lourd. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on arrivera à dire au DSI demain vous allez investir 100 € et ça vous rapportera de l'argent en sécurité? Je pense que c'est non et je pense que personne dira le contraire. En revanche, ce sur quoi on travaille, nous, c'est justement ce cloisonnement des applications et faire en sorte que si à un moment donné il y a une attaque, on puisse cantonner cette application, cette attaque au maximum. Et donc effectivement, on passe maintenant vers une sécurité logicielle de plus en plus renforcée. Un peu prospectif chez Vim? Alors, sur le domaine du cloud, qu'est-ce qui va arriver chez Vim? C'est cette capacité à finalement se dire que des données qui n'ont pas été accédées depuis des mois ou des années, est-ce que je dois les garder chez moi? Parce qu'en cas de justement de PRA, restaurer des données qui datent de 5 ou 10 ans, c'est peut-être pas forcément d'intérêt. Il y a des solutions dans le cloud qui sont orientées sur cette justement approche, je ne citerai pas de marque, mais se dire voilà, une archive qui est vraiment très très froide, on va la mettre sur un support peu coûteux parce que très capacitif, mais avec une tarification qui est finalement à l'accès. Donc par définition les archives ne sont pas accédées. Et de se dire qu'avec une seule solution, en fonction toujours de mon workload, de sa position qui soit chez moi, cloud privé, public, ce que l'on veut, de le positionner dans un tiers de stockage plutôt low cost. C'est ce qui est annoncé dans les prochains mois chez Vim. D'accord. Fortinet? Le débat, en fait, il est assez simple. La transformation donc, digitale, je pense que vous êtes tous dedans. Et aujourd'hui, il y a différentes technologies, dont la partie cloud, la partie virtualisation, qui sont à disposition effectivement des entreprises pour répondre à des besoins métiers. Et les enjeux, en tout cas sur la partie sécurité, c'est de pouvoir transformer encore une fois l'approche par rapport à cette transformation du digital pour faire en sorte justement d'avoir cette visibilité et d'avoir une sécurité finalement, ou du moins des politiques de sécurité qui soient unifiées et intégrées de façon centralisée, peu importe les environnements. Quand on parle effectivement de virtualisation ou de container, la notion de sécurité, elle est toujours là. Donc vous allez vous retrouver effectivement à gérer de la sécurité, je dirais classique, c'est-à-dire vos réseaux d'entreprise, mais aussi de l'hybride, de la virtualisation dans le cloud ou de façon même peut-être plus poussée à travers des containers. Donc finalement, c'est le métier qui va vous obliger à un moment donné à faire de l'hybride, du public ou du privé, ou voir des containers. Mais donc la notion de sécurité, elle est réelle, et c'est de voir comment en fait vous pouvez avoir une approche différente au niveau de la sécurité, qui est plus une approche d'écosystème, qui est pareil d'ailleurs pour la sauvegarde ou la partie stockage, qui vous permettent d'avoir un pilotage qui est beaucoup plus optimisé. Ça restera un coût, mais plutôt qu'aller justement faire en sorte d'avoir une politique différente, que ce soit pour le cloud, l'interne ou autre, d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus unifié. Et c'est là où vous retrouverez quand même un ROI par rapport à une approche moins intégrée. Juste un petit complément très rapide. En fait, pour résumer d'un point de vue de notre côté conseil, pour pouvoir avancer, parce que bon, il faut aussi apporter des solutions. En fait, le côté, alors ça, il y en a plein qui le savent, mais le côté protection périmétrique, mes utilisateurs et mes admins dans deux coins différents, déjà ça c'est pas mal parce qu'on le voit pas partout. Et en centrale, tout mon noyau dur de données sensibles. Ok, mais ça, honnêtement, nous on le voit au quotidien dans nos tests d'intrusion ou autres, c'est totalement obsolète.
Il faut vraiment raisonner dans un esprit de nébuleuse. La question, c'est plus où j'ai mis ou quoi ou comment, c'est est-ce que j'ai bien identifié mes chaînes de service. RGPD va vous le rappeler de toute façon plus ou moins de force. Qu'est-ce que j'ai comme données sensibles, comment je les classifie, est-ce que je mets tel type de données avec tel type de données, donc est-ce que je fais travailler telle chaîne de service avec telle chaîne de service. Donc c'est l'histoire du sous-marin de tout à l'heure. Et du coup, pour pouvoir réaliser ça, il faut de la vertu, il faut du cloisonnement réseau, et il faut tout ce qu'on a évoqué depuis le début. En fait. Conclusion en 2 mots sur cette matinée, hein, globalement, c'est que on voit bien que la question du multi-cloud se pose plus, de savoir si ça va exister ou pas exister, mais comment le gérer. Il ne faut pas penser qu'une solution règle tous les problèmes. C'est bien un ensemble de couches, un ensemble de cloisons, on va dire, et qu'il faut globalement empiler les couches les plus intelligentes possibles, mais pour répondre à cette nouvelle tendance, qui est une tendance lourde sur le marché, qui est globalement la multiplication des applications avec des formats différents, containers, pas containers, qui vont elles-mêmes générer de la donnée. Et cette donnée, il faut, encore une fois, se rappeler que c'est le capital de l'entreprise. Souvent, quand vous perdez vos informations, vous pouvez faire disparaître l'entreprise. Merci en tous les cas, vous pouvez les applaudir. Je ne sais pas si vous entendez, de temps en temps, ils applaudissent derrière, alors faites du bruit. Allez, merci à vous.